qui vend la mèche. C'est Pink Floyd, évidemment, mais c'est une vieille chanson qui figurait sur le 3e album du groupe. Une bande sonore pour un film qui s'appelait More. La tune s'appelle The Nile Song, la chanson du Nil. Bonjour Raymond. Ben oui, bonjour Philippe. Bonjour Raymond. Beaucoup de choses à dire sur l'actualité en politique fédérale cette semaine. En fait, depuis un bout de temps, ça brasse énormément, faut le dire. On va parler dans un petit moment donc de cette lettre qui a été signée par des députés libéraux qui demandent à Justin Trudeau de s'en aller. C'était à prévoir, je pense. Mais avant ça, on va parler donc de cette paralysie qui afflige la Chambre des communes. Explique-nous un peu, parce que c'est les conservateurs qui demandent aux libéraux de produire ou de remettre à la GRC un document non caviardé sur une enquête qui porte sur une société fédérale là, chargée de remettre des fonds à des industries vertes, c'est ça? Oui, exactement. Un organisme sans but lucratif créé par le gouvernement canadien auquel des fonds importants, là, c'était des centaines de millions de dollars, peut-être même 1 milliard quelque, là, en tout cas, je me souviens plus exactement des chiffres, qui avaient été confié à cet organisme-là. Et ce qui a été révélé dans une enquête, en fin de compte, c'est que ces fonds-là avaient été attribués à des entreprises qui ne rencontraient pas les critères liés à du développement durable, en tout cas à la protection de l'environnement. C'est ça, parce que cet organisme-là avait pour mission de distribuer ces sommes importantes-là à différentes entreprises canadiennes pour les aider à se développer en matière écologique ou de pratique écologique. C'est ça, là, parce que on le sait avec le prix sur le carbone qui est perçu hors Québec, d'ailleurs, parce que le Québec fonctionne différemment. Le Québec a une bourse du carbone comme la Californie puis la Colombie-Britannique. Alors, le Québec échappe à ça, mais du côté fédéral, il y a un prix sur le carbone qui est qualifié de taxe par les conservateurs, où des milliards de dollars sont levés, puis sont utilisés en grande partie pour, en fait, compenser le coût que ça représente auprès des Canadiens. Parce que dans le reste du Canada, on pense entre autres aux provinces de l'Atlantique, les familles canadiennes qui payent cette taxe-là, entre autres pour payer le mazout pour se chauffer, parce que le chauffage au mazout est très important dans l'Est du Canada. Bien, les familles canadiennes reçoivent un chèque pour compenser justement le prix que ça représente. Mais une partie de ces sommes-là sont attribuées dans des programmes pour réduire l'empreinte écologique du Canada. Et là, malheureusement, il y a une mauvaise utilisation. Là, c'est ce qui a été révélé. Puis les documents qui ont été fournis, entre autres à la GRC, sont caviardés. Alors, ça fait partie justement là, de la dynamique actuelle. En fait, techniquement, les conservateurs ont paralysé les travaux en soulevant une question de privilège. Et pour ceux qui ont l'habitude des assemblées délibératives, entre autres dans le milieu syndical, tu pourras en parler avec Christian Daigle tantôt, la question de privilège, c'est traité en priorité et ça arrête les travaux le temps que la question de privilège soit vidée, en fin de compte. Et là, évidemment, la stratégie des conservateurs avec leur nombre de députés en Chambre, c'est qu'ils envoient des orateurs à tout bout de champ pour... Mais est-ce que tout peut être une question de privilège? Ah oui, absolument. C'est une question... la question de privilège, par définition, c'est une question d'importance qui est soulevée, qui n'est pas à l'agenda, en quelque sorte. Et là, dans ce cas-ci, justement, des documents caviardés, alors que les conservateurs disent la police a besoin de toutes les informations, ce que la GRC, d'ailleurs, nie, parce que la GRC dit, même si on a les documents non caviardés, on ne pourra pas s'en servir. Pour des raisons légales. Pour des raisons légales, ouais. Exactement. Mais là, évidemment, cette question de privilège-là, en réalité, c'est une lutte partisane. Au-delà de la volonté exprimée des conservateurs de vouloir rendre publiques toutes les informations, ce qui pourrait être louable d'une certaine manière, il y a carrément une lutte pour entraver les travaux puis empêcher l'adoption de projets de loi que désapprouvent les conservateurs. Mais pourquoi ça bloque les travaux, cette demande répétée-là des conservateurs? Parce qu'ils demandent ça, on peut pas passer à autre chose, c'est ça? Ou... Tant que les
les deux autres partis de l'opposition qui forment une majorité avec les conservateurs acceptent de continuer à débattre la question de privilèges. Puis c'est là où le bas blesse pour les libéraux, c'est que là, le NPD et le Bloc, on va dire, entre guillemets, appuie les conservateurs. Puis là, encore là, il y a une question de partisanerie, il y a une question d'intérêt politique. En vue de l'élection qui va se déclencher, on ne sait pas dans combien de mois, évidemment, le Bloc et le NPD se retrouvent à accepter la paralysie des travaux pour cette question de privilège en attendant d'obtenir quelque chose de la part des libéraux. Et là, les libéraux, actuellement, il y a des discussions, il y a des négociations avec les deux autres partis d'opposition pour voir qu'est-ce qui pourrait les satisfaire et mettre fin à la question de privilège par ce qu'on appelle familièrement un bâillon, mettre fin aux travaux. Parce que là, actuellement, les libéraux sont paralysés. Ils sont trop peu nombreux pour mettre fin à la question de privilège. Ils demandent quoi, les bloquistes et les néo-démocrates, au gouvernement libéral en échange de retirer leur appui aux conservateurs? En fait, les bloquistes, on le sait déjà, c'est Yves-François Blanchette qui demande l'augmentation pour les 65 à 74 ans, les aînés, là, pour leur pension. Puis évidemment, l'exclusion inscrite dans la loi de tout ce qui est par rapport là, au... voyons, la gestion de l'offre, pour, entre autres, les œufs, etc., dans le cadre de négociations, d'obtention de traités de libre-échange. Du côté néo-démocrate, c'est moins clair. Actuellement, les néo-démocrates n'ont pas formulé de demande précise. Là, les néo-démocrates ont obtenu, là, justement, que la loi sur l'assurance médicaments universelle soit adoptée. Ça a été confirmé au Sénat. J'ai pas vérifié, ça doit être déjà aussi ratifié, là, probablement. Mais les néo-démocrates ont aussi d'autres objectifs qu'ils poursuivent. Entre autres, une législation pour mettre un haut-là à la hausse des coûts dans des biens essentiels, entre autres des aliments. Mais les néo-démocrates ne l'ont pas formulé encore publiquement, c'est ça. Publiquement. Ouais. Est-ce que le premier ministre Trudeau a des outils contre ça? En fait, qu'est-ce qu'il peut réagir comment? Qu'est-ce qu'il y a dans son coffre à outils? Absolument. En fait, il y a certains outils. Il pourrait même carrément dissoudre la Chambre puis partir en élection, mais on le prévoit pas actuellement parce que les derniers sondages sont vraiment désastreux pour les libéraux. C'est ce qui va nous permettre de parler de la lettre qui circule secrètement là en deuxième partie. Il y a, puis ça, j'étais à Gatineau justement en fin de semaine pour le congrès de la section Québec. Donc j'ai parlé du NPD, c'est ça. Donc, j'ai parlé avec des amis néo-démocrates, entre autres des gens qui travaillent pour les néo-démocrates, là, au service des députés. Le scénario auquel s'attendent les néo-démocrates actuellement, c'est plutôt la prorogation de la Chambre. Donc, mettre fin aux travaux, puis acheter quelques mois de paix pour gouverner sans avoir à rendre compte devant une Chambre qui est complètement désordonnée actuellement. L'autre possibilité... juste un mot sur la prorogation, Raymond, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias comme étant un scénario possible. La prorogation, donc, c'est un droit qu'a le premier ministre du Canada de mettre fin aux travaux de la Chambre des communes, d'une part. Exact. Puis, s'ensuit donc une période de latence pendant laquelle la Chambre ne siège pas, c'est ça? Exact. En fait, la prorogation ressemble beaucoup à la dissolution de la Chambre parce que dans les deux cas, le premier ministre a l'obligation d'aller rencontrer la gouverneure générale pour obtenir la prorogation, tout comme la dissolution de la Chambre. Alors, dans le cas de la prorogation, contrairement à la dissolution, on ne part pas en élection. La prorogation met fin aux travaux, met fin à la session en cours et la reprise des travaux se fait sur un discours du trône, une fois que le premier ministre a obtenu la prorogation. Et là, évidemment, le premier ministre doit convaincre la gouverneure générale de la nécessité de la prorogation. On l'a vu en 2008 quand Stephen Harper avait rencontré Michaël Jean, la gouverneure générale de l'époque. Il avait passé une entrevue d'1 heure avant de pouvoir obtenir cette prorogation-là. Il s'attendait à quelque chose de plus automatique. C'est ça. Ça ne l'avait pas été. On ne sait pas trop ce qui s'est dit, mais à l'évidence, Michaël Jean l'avait cuisiné un peu plus que ce à quoi il s'attendait. Évidemment, parce que normalement, on s'attend à ce que la gouverneure générale, le représentant de la reine, accepte
de façon automatique, là. Bien, l'automatisme, il ne faut pas le prendre pour acquis, parce que le gouverneur manifestement, général a des responsabilités importantes. Et il faut savoir que la gouverneure générale, en tant que représentante du roi, Charles III, doit aussi se retrouver à aller au-devant de la demande du premier ministre en s'assurant de la conformité légale et constitutionnelle. Alors, normalement, le gouverneur général consulte ses conseillers, des avocats experts, des constitutionnalistes, oui, c'est ça, pour s'assurer de la conformité. Alors, il n'y a jamais rien d'automatique en rapport avec ça, mais évidemment, la tradition, parce que c'est la tradition, c'est que la gouverneure générale, tout comme le roi d'Angleterre, se conforme à la volonté de la Chambre en premier lieu. Et par conséquence, à la volonté du premier ministre. Donc, il faut demander à la gouverneure générale pour la prorogation. Oui. L'autre... Une fois que c'est obtenu, on est en congé, quoi, pendant un bout de temps? Oui, la Chambre cesse de siéger et le retour à la Chambre se fait dans une nouvelle session avec un discours du trône. Alors dans ce cas-ci, par exemple, s'il y avait prorogation maintenant ou cet automne, on ne reviendrait à la Chambre des communes qu'après les fêtes, c'est ça? Oui, puis même ça pourrait aller au printemps. Carrément. Comme on l'avait vu en 2008. Un autre scénario qui est envisageable, c'est que les libéraux trouvent le moyen de s'entendre avec les bloquistes ou les néo-démocrates. Sur un agenda, en quelque sorte, des nouveaux projets de loi là, qui pourraient, ou des projets de loi existants qui pourraient continuer à cheminer pour aboutir rapidement. Mais il y a un gros mais par rapport à ce scénario-là, c'est que les conservateurs ont une autre question de privilège qu'ils vont vouloir soulever par rapport à des questions qui touchent un ministre du cabinet Trudeau. Là, je suis en train de chercher son nom. Je pense que c'est M. Arsenault, ou en tout cas, il faudrait que je vérifie. Là. Donc là, encore là, des travaux pourraient être à nouveau paralysés ou... Cette question de privilège pourrait être vidée plus rapidement avec l'aide d'un des deux autres partis d'opposition. Alors, c'est l'ensemble des scénarios, en quelque sorte, là, qui existent là, par rapport à la situation actuelle de désordre complet à la Chambre des communes. Si tu avais à mettre un petit 2 sur le scénario qui va se produire... moi, je parierais mon 2 sur la prorogation. Sur la prorogation. Oui. Bon, on va parler donc de cette lettre secrète qui a été signée par des députés. On a appris, elle n'est pas si secrète que ça parce qu'on a appris son existence la semaine dernière, puis on peut penser que c'était voulu aussi là, de la part des signataires ou des instigateurs de cette lettre-là, de laisser couler ça dans les médias. Mm-hmm. C'est pas des ministres libéraux, apparemment. Les noms d'aucun membre du cabinet ne figurent sur cette lettre-là. Ils ont même été carrément exclus, d'après ce qu'on comprend dans l'article. Là, donc, aucun ministre a été approché en rapport avec ça. Quand même, on parle d'une vingtaine de noms, apparemment, là, selon des gens qui ont vu la lettre. C'était à prévoir. C'est même un peu surprenant que ce soit pas arrivé plus tôt, qu'il n'y ait pas eu une mutinerie au sein de la députation libérale plus tôt que ça, compte tenu des mauvais sondages qui s'accumulent depuis au moins un an. Là. Oui. Ça t'inspire quoi, tout ça, Raymond? Ben, moi, la première chose, quand j'ai vu l'article, quand je l'ai lu, ce qui m'a frappé, c'est le caractère très particulier de la démarche. C'est-à-dire que la lettre existe en un seul exemplaire, elle circule de personne à personne, il n'y a même pas d'échange de courriel en rapport avec ça. Donc, j'ai trouvé ça très révélateur après réflexion de l'atmosphère qui règne dans le caucus libéral actuellement. Et je pense que les gens doivent comprendre que, premièrement, le caucus libéral, l'ensemble des députés, évidemment, on va s'entendre, le statut d'un député, c'est d'être son propre boss, en quelque sorte, mais en même temps de se soumettre en bonne partie, à une discipline à l'intérieur du parti. On parle de la ligne du parti, qui a mauvaise presse, là, ou en tout cas qui a une mauvaise image dans la population. Mais en même temps, c'est très, très important quand on adhère à un ensemble de valeurs communes dans un parti politique, d'être assez discipliné pour ne pas jouer au loose cannon puis placer des mots qui peuvent mettre mal à l'aise ou carrément dans le trouble tes collègues du caucus.
dans la dynamique d'un parti politique, ce qui est très important de comprendre, puis c'est le cas actuellement, ça va être le cas d'ailleurs demain matin, comme à chaque mercredi matin, c'est que les membres du caucus se rencontrent dans des réunions hebdomadaires. Ah non, c'est vrai, la Chambre ne siège pas cette semaine. Il n'y en aura pas de réunion demain. Excusez-moi, j'étais en train de me tromper. Mais à chaque mercredi où la Chambre siège, il y a une réunion du caucus où là, les députés peuvent justement s'exprimer librement sur les sujets. Le premier ministre est toujours là? Normalement, le premier ministre est là. Et en tout cas, si je me fie comment ça se passait chez les néo-démocrates à l'époque, autant Jack Layton que Thomas Mulcair ou Nicole Turmel, qui avait été chef intérimaire, ben, se retrouvent sur la tribune en avant, puis il y a à peu près la moitié de la réunion où c'est les députés, puis même plus que la moitié, où c'est les députés qui vont au micro, puis ils amènent des sujets qui les intéressent. On peut imaginer que les députés libéraux, depuis des mois, portent le message qu'ils sont inquiets de la situation, puis que ça va pas bien, tout ça. Une des choses qui arrive, c'est que dans la dynamique, le chef du Parti répond, parce que là, le premier ministre est chef aussi du Parti libéral, mais aussi des membres de son entourage, des très hauts placés. Et si je me fie, en tout cas, à ce que j'ai pu vivre moi-même comme député, probablement que les députés actuellement, le discours qu'on leur donne par rapport à la situation actuelle, il y en a plusieurs qui ne digèrent pas les réponses qu'ils ont. Et moi, le caractère aussi secret, le fait que la lettre existe en un seul exemplaire, ça me fait poser la question, coudonc, l'entourage du premier ministre, est-ce qu'ils vont jusqu'au point à carrément menacer les députés libéraux ou en tout cas à imposer une discipline tellement stricte au point où il y a des députés qui ont peur de subir des représailles, que là, c'est le moyen qu'ils ont pris là, jusqu'à ce que ça soit révélé dans le reportage de Radio-Canada. Là. Donc, que les députés prennent ce moyen-là, ultra secret, là, pour ne pas alerter l'entourage du premier ministre, même des membres du cabinet, parce qu'ils n'ont même pas confiance dans les ministres membres du cabinet. Là. En tout cas, ça montre que ça va pas bien à l'interne là, au Parti libéral. Dans la situation actuelle au Parti libéral, ils sont minoritaires. Ouais. Qu'est-ce qu'un simple député peut avoir à perdre d'avoir son nom sur une lettre comme celle-là? Bien, premièrement, la lettre, j'imagine, va être destinée à Justin Trudeau. Ouais. Ça fait qu'à un moment donné, le premier ministre va la recevoir. Il va savoir qui l'a signé. Là, j'imagine que le caractère secret, c'est la dynamique, là, l'action du ou des députés qui ont pris cette initiative-là, c'est d'avoir une masse critique pour ne pas se sentir seuls dans leur coin et puis ruminer leur frustration. Alors, je ne sais pas quel est l'objectif réel. Là. Est-ce que c'est 30, 40, 50 noms de députés là, qui appuient ce que la lettre va présenter au premier ministre, au chef du Parti libéral, surtout en premier lieu? Bien, ça reste à voir, mais j'imagine que leur objectif, c'est de frapper un coup pour forcer la main à Justin Trudeau. Puis là, on ne connaît pas non plus le contenu de la lettre. Est-ce qu'on demande carrément le départ de Justin Trudeau? C'est pas clair, en tout cas, actuellement. Moi, il n'y avait rien dans le reportage. Ben, c'est ce que j'ai compris, moi, des articles là, que j'ai lus dans la presse puis sur le site de Radio-Canada. Là, je pense qu'on demande à M. Trudeau de s'en aller parce que les libéraux s'en vont à l'abattoir pour le prochain scrutin. Oui, c'est ça. Ça fait que là, en demandant le départ de Justin Trudeau, ben là, évidemment, ça va mettre le parti dans une situation très, très difficile. D'où l'idée expliqué lors d'une récente chronique. C'est ça. Là, d'où l'idée que la prorogation pourrait être la solution pour tenir une course au leadership en bonne et due forme. En tout cas, puis encore là, comment va réagir Justin Trudeau en rapport avec ça? Moi, je suis pas certain que Justin Trudeau va être très, très ouvert à la question de son départ, mais moi, c'est mon opinion là-dessus. Ça se peut que Justin Trudeau aussi commence à être fatigué d'être toujours dans le viseur, là, en quelque sorte, d'être autant la cible de Pierre Poilievre puis de sa gang que d'avoir une cible dans le dos dans son propre caucus. Jusqu'à maintenant, il a été catégorique. En tout cas, il le répète à l'envi qu'il va être candidat aux prochaines élections, qu'il va représenter le parti aux prochaines élections. Oui. Mais effectivement, on peut penser qu'il y a des gens qui veulent l'avoir à l'usure, y compris au sein de sa propre députation. Oui, absolument. Puis, c'est certain qu'actuellement, dans les sondages, pour quelqu'un qui prend le temps de consulter les sondages,
la clé des sondages, au-delà de l'impopularité du parti, c'est l'impopularité, en fait, la volonté largement majoritaire dans la population que Justin Trudeau quitte la politique. Ça va à ce point-là. Donc, c'est pas vraiment surprenant qu'il y ait un groupe de députés libéraux là, qui veulent en arriver à ça. Merci beaucoup, Raymond. Toujours passionnant de discuter avec toi de ces sujets-là. On se revoit dans 2 semaines. C'est un grand plaisir. Très bien. Bye-bye. Bonjour. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.